PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. C'est votre rendez-vous 100% immobilier tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Je le rappelle, le principe de cette émission, c'est que vous ayez un problème ou alors que vous nous posiez des questions en nous laissant des messages au 0826 300 300 toute la semaine. On les écoute, on vous promet, et en plus on vous rappelle pour vous proposer de vous donner des réponses avec Laetitia Caron dans quelques minutes sur Sud Radio. Tout de suite, place au journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal de l'immobilier, plus précisément. Marc, on démarre ce journal de la semaine avec des impayés de loyers qui risquent de s'envoler en 2023. En effet, les bailleurs sociaux ont annoncé une forte hausse des retards de paiement de loyer dans le parc privé avec les copropriétés qui alertent, elles, sur l'explosion des charges qui pourrait là aussi conduire la montée des impayés. Dans le parc social, déjà, la moitié des organismes HLM constatent désormais une hausse de plus de 10% du nombre de leurs locataires en retard de paiement de loyer. Du côté du parc privé, ce sont les copropriétés qui inquiètent et pour cause, elles sont déjà très endettées. Au printemps dernier, Bellman évaluait à 2 milliards la dette des copropriétés. Elle annonçait même un taux d'impayés à 20%, soit un niveau record. Oui, c'est considérable. Effectivement, Marc, on découvre un studio qui est proposé à la vente. C'est à Paris. Et ça met le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien, c'est une annonce immobilière qui n'est pas passée inaperçue. C'est un studio qui sera disponible seulement en 2025, qui est situé dans une résidence en cours de construction dans le 15e arrondissement de Paris, qui est proposé au prix d'1 800 000 €, soit un peu plus de 30 000 € le mètre carré. Le studio, qui fait quand même, on va dire plutôt un petit loft de 60 mètres carrés, fait partie d'un programme neuf qui mixera biens de luxe et logements sociaux. Le studio, situé au 8e étage de cet immeuble, offrira une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Oui. Dès la découverte de la petite annonce, de nombreux internautes ont vivement réagi au tarif exorbitant de ce studio. J'imagine qu'ils ont dit que c'était pas assez cher. On va essayer de le dire de manière ironique. Elle est de l'autre côté de Paris, sur l'autre rive presque, Marc, des locataires sont sans eau chaude ni chauffage. C'est pas Effectivement, normal. Sur la rive droite, dans le 19e arrondissement de Paris, ce sont des dizaines de locataires d'un immeuble qui réclament le retour de l'eau chaude et du chauffage dont ils sont privés depuis plus de 3 mois. Soutenus par les associations de locataires, ils se sont rendus dans le hall de la mairie du 19e arrondissement pour crier leur colère, mais aussi, disait-il, pour se réchauffer un peu. Oui, ça a pu servir. Allez, on passe au Pays Basque. Maintenant, Marc, une agence immobilière redistribue une partie de son chiffre d'affaires aux associations locales. Et seulement après 1 an d'existence, une petite agence immobilière installée à Anglette s'apprête à donner une partie de son chiffre d'affaires à des associations locales. Alors, le Pays Basque, on le sait, connaît depuis de nombreuses années de fortes tensions entre les locaux qui n'arrivent pas à se loger et des propriétaires qui privilégient la location saisonnière dans une région qui attire fortement les touristes. Les agences immobilières sont donc logiquement les premières à trinquer et de nombreuses d'entre elles font l'objet de menaces et autres tags. L'agence immobilière d'Anglette compte donc reverser 1/4 de son chiffre d'affaires pour des associations qui militent pour le droit au logement ou qui défendent la langue et les traditions basques. Oui, c'est étonnant. En tout cas, c'est une manière aussi d'acheter sa tranquillité. On peut le dire comme ça. On poursuit, Marc, avec une série Netflix qui fait bondir le nombre de recherches d'appartements à Paris. Et cette série, vous l'aurez deviné, c'est Emily in Paris. Elle est particulièrement prisée sur la plateforme de streaming et influencerait la demande de location et d'achat des Britanniques et des Américains dans la capitale. Ainsi, le 23 décembre dernier, le jour de la sortie de la saison 3 d'Emily in Paris, les Américains et les Britanniques se sont littéralement jetés sur les annonces de logement au cœur de la capitale. Selon le site d'estimation immobilier anglais GetAgent, excusez-moi pour mon accent anglais, les recherches en ligne ont explosé avec une augmentation estimé à quand même 1400%. Oui, enfin c'est comme si on voulait tous acheter en Nouvelle-Zélande parce qu'on a regardé Le Seigneur des Anneaux. Ils risquent d'être un petit peu déçus de ce qu'ils vont découvrir. Merci à vous Marc Ezrati. Tout de suite, la Minute Viager.
Avec notre partenaire Senior Consulting Group, cette semaine, on découvre le rôle du notaire dans une vente en viager, Marc. Et comme dans le cadre de toute vente immobilière, le notaire a toute sa part à la transaction. Il a d'abord un rôle de conseil sur les questions fiscales, patrimoniales et successorales relatives à l'opération. Ensuite, c'est lui qui a le pouvoir d'authentifier les actes et de garantir la sécurité juridique des parties en apposant son sceau et sa signature sur l'acte de vente qu'on appelle bailleur, acte authentique. Enfin, en cas de vente avec rente, et la rente étant considérée comme une dette de l'acquéreur vis-à-vis du vendeur, le notaire remettra à ce dernier une copie exécutoire de la vente qui lui permettra de faire appliquer l'ensemble des clauses spécifiques à la rente. Et notamment, bien sûr, son paiement. Si celui-ci fait défaut, le vendeur pourra alors actionner la clause résolutoire et faire annuler la vente. Le notaire se chargera enfin des formalités d'enregistrement de la vente auprès du service de publicité foncière, ce qu'on appelle aussi le privilège du vendeur. Mais écoutez, à tout privilège, tout honneur. Merci beaucoup, Marc Ezrati. Restez avec nous. On part à la montagne dans un instant avec Laetitia Caron de PAP. On va se poser une question, tiens, alors qu'il y a de moins en moins de neige, en tout cas hiver après hiver. Est-ce qu'il faut toujours ou pas investir à la montagne? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati, on est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio. On accueille Laetitia Caron de Particulier à Particulier. Bonjour à vous, Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Vous nous emmenez à la montagne aujourd'hui en compagnie de Marc Ezrati. C'est ça. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors cette semaine, on va parler de la montagne et plus précisément d'investir à la montagne. Il y avait récemment beaucoup de monde dans les stations de ski et parmi les vacanciers, il y avait certainement des gens qui étaient intéressés par acheter un appartement ou un chalet. Alors, question simple ce matin, est-ce une bonne idée ? À quoi faut-il faire attention ? Alors c'est vrai Marc que la montagne est de plus en plus plébiscitée par les Français. D'abord pour les séjours, vous l'avez dit, je vais juste donner une stat. Pour ces dernières vacances de Noël, on a fait une étude sur PAP Vacances et les réservations étaient 30% supérieures à celles de 2019. Donc c'était quand même gros succès. Il y a du monde. Et du coup, cet attrait pour la montagne, il a aussi un impact sur les investissements. Et pas que récemment, puisque les ventes se sont nettement accélérées ces 2 dernières années. La Savoie, par exemple, a vu son volume de vente augmenter de 21% sur un an, ce qui est quand même énorme. Et tout massif confondu, les prix ont augmenté de 8% sur l'année 2022 et de 21% en 5 ans. Donc on voit bien que c'est une tendance ancrée. Ouais, et comme on dit, la montagne, ça vous gagne. Est-ce que tous les massifs sont concernés par cette attractivité ? Oui, globalement. Le massif le plus recherché, ça reste de loin les Alpes du Nord, à la fois parce que c'est le massif où il y a le plus de stations, déjà. Il y a aussi, évidemment, le plus d'infrastructures. C'est un massif qui est relativement accessible pour beaucoup de monde. C'est aussi le massif qui a le plus d'enneigement. Ça se vérifie pas cette année, mais en général, c'est le massif qui est le plus enneigé. Et les prix ont progressé quasiment de 10% sur un an. Et on constate que la demande continue vraiment d'augmenter dans les Alpes du Nord. Les Alpes du Sud progressent pas mal aussi. Alors là, ce sont plutôt des stations qui vont être recherchées par les habitants du sud de la France, notamment les régions qui vont de Marseille à Nice, puisque eux y accèdent assez facilement, avec un temps de trajet assez court. Mais les Alpes du Sud, elles attirent aussi de plus en plus des investisseurs d'autres régions, parce qu'il y a des accès qui se sont développés. Il y a un accès train de nuit pour plusieurs destinations qui est assez pratique. Et puis la région du Sud a mis en place une offre de navette depuis la gare d'Aix et l'aéroport de Marseille qui facilite l'accès. Donc ça, c'est des raisons d'accessibilité. Il y a aussi une raison tout à fait pratique, c'est que les prix sont 2 fois moins chers que dans les Alpes du Nord en moyenne. Donc ce sont des stations qui sont plus accessibles. Les Pyrénées progressent aussi, environ de 4% cette année, sont plutôt ciblés par les urbains du sud-ouest. Et après, les autres massifs, Massif central, Jura et Vosges, sont plutôt ciblés par des familles et sont plus adaptés à ce type de famille parce que les budgets sont moins chers. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui explique cette dynamique ? Parce qu'en même temps, on se dit réchauffement climatique. C'est vrai que c'est surprenant. Ça peut paraître surprenant. En même temps, je voudrais quand même rappeler qu'on est dans un contexte où la résidence secondaire, la recherche de résidence secondaire a fortement progressé après la pandémie et que beaucoup de gens, en fait, ont été vraiment en recherche. De fuir la ville, simplement. De fuir la ville, avec une envie de nature, de verre, d'oxygène. Et là-dessus, on peut quand même dire que la montagne répond particulièrement à ces attentes-là.
Parallèlement, c'est pas la seule raison. C'est aussi parce que les prix au mètre carré à la montagne, on l'a dit, ils ont fortement augmenté. Mais même si, il faut exclure quand même les grandes stations les plus prisées, globalement, ce sont des prix qui restent souvent plus abordables que le littoral. Il y a aussi le fait que la montagne offre une multitude d'activités. Donc la montagne, on y a des activités l'hiver, on y a des activités l'été. Et l'attractivité d'ailleurs dont on a parlé, elle s'est aussi développée l'été. L'année dernière, les 2 derniers étés, il y a eu beaucoup de réservations. Les réservations étaient en progression dans tous les massifs. Et puis, dernière raison, le télétravail permet aussi à beaucoup de gens de passer plus de temps dans sa résidence secondaire et aussi de le louer plus de semaines parce que les locataires eux-mêmes mixent vacances et télétravail. Voilà, donc toutes ces raisons qui font que les biens à la montagne sont recherchés. Mais Laetitia, j'imagine que quand même, il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on investit à la montagne. Alors oui, bien sûr, comme pour tout investissement, exactement, c'est ce que j'allais vous dire. On ne le répétera jamais assez, quand on investit, il faut étudier les choses, il faut préparer son achat, il faut projeter les choses. Alors d'abord, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'emplacement. L'emplacement est hyper important. Moi, je recommande plutôt de privilégier quand même une station facilement accessible, au moins par la route, mais idéalement par le train, parce que plus c'est facile d'accès et plus vous l'aurez. Ensuite, il faut être réaliste. On a parlé du réchauffement climatique. Il va avoir quand même de plus en plus d'impact sur l'enneigement et en particulier sur les stations de moyenne montagne. Donc, il faut l'avoir en tête au moment de son achat. Pour autant, elles restent attractives, ces stations de moyenne montagne, mais il faut quand même s'assurer qu'il y a une offre d'activités complémentaires au ski et en particulier au traditionnel. La randonnée, par exemple, ou autre chose, un autre charme. Ski de fond, balade en raquette. Mais ski de même... fond, il faut de la neige aussi, donc oui, c'est compliqué. Voilà, mais qui est aussi d'autres types d'activités. Et une bonne idée pour identifier l'attractivité d'une station, c'est de voir l'offre d'hôtels et de résidences, de services qui se sont développés. En général, il y a eu des bonnes études de marché qui ont été faites avant. Voilà, j'ai parlé de l'été, donc il faut aussi étudier les activités estivales qui sont proposées, parce que si vous voulez pouvoir louer l'été, il faut quand même qu'il y ait des choses à faire. Alors, pas forcément des activités que organisées, ça peut être des stations qui sont sur des chemins de randonnée, etc. Ouais. Voilà, donc ça c'est tous les plans extérieurs auxquels il faut faire attention. Et puis il y a un dernier point auquel il faut être attentif, c'est prendre en compte les frais d'entretien, parce qu'à la montagne, les coûts d'entretien d'un immeuble sont plus élevés qu'ailleurs. Les conditions climatiques font qu'il faut rénover plus souvent. Les matériaux sont souvent plus chers parce que les coûts de transport sont plus élevés. Et puis il y a aussi des frais de chauffage. Alors là, je ne vous reparle pas de l'augmentation de l'énergie, je crois qu'on en a assez parlé, mais évidemment ça peut avoir un impact aussi. Et il y a aussi un point de vigilance, c'est l'étiquette énergétique, le fameux diagnostic de performance énergétique dont on parle souvent. Oui, alors c'est un vrai sujet pour beaucoup, mais en particulier sur les logements de montagne. Parce que dans beaucoup de stations, les immeubles ont été construits dans les années 70-80 et qu'il y a une étude qui a été menée récemment par une start-up qui s'appelle Hero qui a montré que 50% des logements situés dans les stations de ski sont classés F ou G. Pour comparer, au national, on est à 17%, donc c'est énorme. La première station était Isola 2000 avec 80% de passoires thermiques. Ça, c'est le charme des années 60. On a beaucoup construit, mais d'une certaine manière. Il y en a aussi dans les Pyrénées, il y en a partout. Et donc, il faut juste rappeler, parce que ça, c'est un vrai point, que ces passoires énergétiques, normalement, ne pourront plus être louées à partir de 2025 pour les classes G et à partir de 2028 pour les classes F. À l'origine, normalement, cette interdiction ne portait que sur les logements, que sur les locations de longue durée. Mais le ministre du Logement, Olivier Klein, a annoncé récemment que les locations de vacances seraient concernées également. Donc ça veut dire que c'est un vrai sujet à étudier, parce qu'il y a un vrai risque de ne plus pouvoir louer et que ça peut être embêtant. Bon, écoutez, restez dans les parages, ou alors allez faire peut-être une petite piste de ski ou deux, Laetitia Caron. On vous retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour le coaching IMO au 0826 300 300. Mais avant ça, le témoin de la semaine. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Chaque semaine, on vous raconte le parcours d'une personnalité de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est une femme qui a décidé de s'épanouir également en écrivant beaucoup d'ouvrages pratiques pour tout nous expliquer sur Sud Radio. Et on l'accueille avec plaisir. Céline Faron, bonjour à vous. Bonjour, merci. Et bienvenue dans On parle IMO. Marc Ezrati. Bonjour Céline Faron. Bonjour. Animatrice, formatrice, vous êtes ex-agent immobilier, ex-spécialiste du viager et vous êtes aussi une auteure aujourd'hui reconnue et vous avez notamment publié aux éditions Bréal déjà plus d'une demi-douzaine d'ouvrages pratiques dans l'immobilier depuis 2021. C'est une vie en fait guidée par la passion de l'immobilier.
Ah bah, complètement, oui, oui. Depuis toute petite, je suis baignée dans ce milieu, puisque dans ma famille, on est déjà plusieurs à être dans l'immobilier. J'ai fait un petit peu de transactions avec le particulier, de l'entreprise, du viager. Et aujourd'hui, je m'épanouis dans la formation et dans l'écriture. Voilà, et vous avez été notamment avec votre frère, je crois, à Champigny-sur-Marne, à l'agence du Tremblay. Oui. Donc on salue les gens de Champigny qui nous écoutent sur le 99.9. Alors, Céline, vous avez récemment publié « Transmettre son patrimoine ». Est-ce qu'on a le livre d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Pourquoi D'abord, première question, la transmission, c'est une question qui est importante. Elle est très importante, cette question de la transmission, parce qu'on peut passer une vie entière à se constituer un patrimoine. On le fait souvent pour soi, mais surtout pour ses enfants, pour ses proches. Et comme le disait Laetitia tout à l'heure, c'est toujours important dans un investissement d'anticiper, de penser à la suite. Donc là, encore plus, il faut penser à la transmission, parce que la famille évolue. On a des familles recomposées, des familles monoparentales. Donc il faut l'anticiper avec une fiscalité optimisée, donc c'est l'idéal. Surtout que dans certaines familles, on a dû peut-être en parler lors des fêtes de fin d'année récemment. Hein. Alors, plus précisément, on y trouve quoi dans ce livre ? C'est un guide pratique ? C'est un guide très pratique, même, parce qu'on y trouve des explications claires pour savoir ce qui va se passer si on ne fait rien, et comment on peut changer les choses pour pouvoir orienter, anticiper. Alors, parmi les livres que vous avez écrits, il y en a un qui marche très très bien actuellement en librairie. Ça s'appelle « Devenir agent immobilier ». On sait, l'immobilier, ça attire du monde. Comment vous l'expliquez ? Parce que les ventes sont de plus en plus nombreuses, mais les clients, que ce soit les vendeurs ou les acquéreurs, ont aussi besoin de plus en plus de conseils avec les diagnostics qui évoluent, les réglementations. Donc on a besoin d'être encadré, et donc le métier de conseiller ou d'agent immobilier est très très important. Et avec votre prochain livre qui va sortir d'ici un mois et demi, Investir en Europe, là vous allez nous faire rêver. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent ce matin et qui auraient envie de partir dans un autre pays pour passer peut-être leur retraite ? Alors, est-ce qu'il y a un pays ? Il y en a plein qui ont des dispositifs très attractifs, mais si je devais en citer un, je choisirais le Portugal. Parce que déjà il est pratique, 300 jours d'ensoleillement, 950 km de côte, on y parle beaucoup français, et puis c'est à 2h30 de Paris, et on a un dispositif pour les retraités qui est très avantageux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, ils vont pouvoir payer 10% d'imposition pendant 10 ans. Et dans votre livre d'ailleurs, parce que je l'ai lu en avant-première, on trouve plein d'autres pays, la Bulgarie par exemple, la Grèce bien sûr, la Pologne, et je crois même qu'il y a même l'Ukraine. Oui, on en parle. C'est peut-être pas le meilleur moment pour songer à l'investissement immobilier, mais vous anticipez. Merci beaucoup, Céline Farreau, d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. On vous souhaite, on en profite, c'est encore temps de vous souhaiter une très belle année 2023. À vous aussi, merci. À très bientôt, très bon week-end. À très vite, revenez quand vous voulez dans On parle immo, évidemment, sur Sud Radio. Allez, restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. Vous possédez ou alors vous louez un bien immobilier, vous avez un problème, une question, un problème à résoudre tout simplement, vous nous appelez, vous nous posez votre question. Laetitia Caron vous répond dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h comme tous les samedis avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron qui est toujours avec nous pour particulier à particulier, et avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio et qui composez le 0826 300 300 quand vous avez une question, un éclaircissement dont vous avez besoin. Aujourd'hui on retrouve Laure. Bonjour à vous Laure. Oui, bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour Laure. Alors dites-moi, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin ? Alors moi je me permets de vous appeler parce qu'en fait je suis propriétaire d'un studio que je loue à un monsieur depuis maintenant 6 ans. Celui-ci m'a informé qu'il souhaitait quitter le logement, mais le souci c'est qu'il ne veut pas me laisser faire les visites. Et moi j'ai besoin de le relouer rapidement puisque les loyers me permettent de régler mes mensualités. Alors on va poser la question à Laetitia. Bonjour, rebonjour. Laetitia, ce que soulève Laure, c'est un problème qu'on rencontre fréquemment et qui peut finir en rapport de force. Alors oui, bonjour Laure. En effet, c'est un sujet qui arrive malheureusement assez souvent, et on va donc essayer de vous apporter de l'éclairage tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Laure ? Alors, en général, le bail qui est signé, c'est un bail vide que vous avez signé, je pense. Oui.
est régi par la loi du 6 juillet 89. Et donc, ce bail, il prévoit une clause qui stipule qu'en cas de congé, le locataire devra vous permettre de faire visiter le logement. Ces visites, elles peuvent être définies sur des jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi, mais pas les dimanches ni les jours fériés. Et puis, la durée des visites ne doit pas dépasser plus de 2 heures par jour, mais la loi ne fixant pas de plage horaire, il faut que le propriétaire et le locataire s'arrangent entre eux et se mettent d'accord sur les heures de visite. Voilà. Donc là, Laure, elle peut donc imposer ça à son locataire. Alors, déjà, la question est de savoir si cette clause figure bien dans le bail de Laure, parce que sinon, c'est pas possible. Donc ça, il va falloir vérifier Laure dans votre bail, mais normalement, si vous avez pris un modèle de bail sérieux, normalement c'est le cas sur la plupart des modèles de baux chez PAP, on le met sur nos modèles de baux automatiquement. Ensuite, même quand la clause figure dans le bail, en pratique, c'est pas toujours si simple. Vous avez normalement fait une demande dans les formes, par écrit, et il arrive que votre locataire refuse, ce qui est votre cas. Et malheureusement, dans ce cas, la solution prévue par la loi, c'est de saisir le tribunal judiciaire du département où se situe votre bien. Bon, je vais pas vous le cacher. Comme le préavis est d'1 mois, saisir le tribunal, ça va pas être très efficace parce que ça sera trop long. D'autant que dans la plupart des agglomérations, donc vous c'est 1 mois, mais c'est le cas de la plupart des agglomérations aussi aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas forcément efficace. Moi j'ai une petite question, vous l'avez contacté comment votre propriétaire Laure là ? Je lui ai adressé un courrier. Il vous a répondu ? Oui, il m'a répondu en me disant que ça l'arrangeait pas du tout de me permettre de faire des visites et qu'il préférait qu'on attende la fin de son préavis. Ok. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'un courrier, c'est souvent froid et formel. En général, on prend un modèle qu'on a trouvé sur un site. Et du coup, quand le locataire le lit, il retient juste qu'il doit vous laisser venir chez lui 2 heures par jour, que ça l'arrange pas et que ça le braque. Bon. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de l'appeler et d'échanger par téléphone. D'abord parce que ça peut faciliter la communication. En général, on est un peu plus soft au téléphone. Vous pouvez aussi, sinon, lui envoyer un petit mail un peu sympa. Vous lui proposez éventuellement 1 ou 2 créneaux par semaine, parce que lui, il a peut-être retenu que c'était 2 heures par jour, mais vous pouvez peut-être juste lui dire que déjà 1 créneau par semaine, ça vous arrangerait. Et donc ça peut déverrouiller la situation. Et puis, vous pouvez aussi lui préciser que qu'il n'est pas obligé d'être là lui-même. Il peut laisser un proche vous faire visiter. Et puis, vous le rassurez évidemment que sur le fait que vous serez attentif à son logement et à la sécurité de son logement. Vous ferez vous-même les visites. Voilà. Alors, Laetitia, si malgré tout, le locataire refuse toujours, est-ce que Laure peut rentrer chez lui pour faire des visites malgré tout ? Alors ça, absolument pas. Et donc, je déconseille fortement à Laure de faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Non, la loi ne permet pas ça, Marc, et ça serait considéré même comme une violation de domicile. Faut bien avoir en tête que quand on loue un logement, même si on en est propriétaire, on n'est pas chez soi. Et donc, on ne peut pas rentrer dans le logement sans l'accord du locataire, ni même l'obliger à nous laisser un jeu de clés. Et d'ailleurs, je précise, il pourrait porter plainte au commissariat et c'est une faute bien plus grave que de pas vous laisser visiter le logement. Donc surtout, ne faites pas ça. Donc c'est inextricable. Alors non, il y a quand même une solution qui est plutôt une solution de bon sens, que de contrainte, qui peut arranger. Votre locataire, s'il a donné son préavis, c'est qu'il a envie de partir. Donc dites-lui que plus tôt vous trouverez un locataire à sa place et plus tôt vous le libérez. Et du coup, moins il aura à vous régler le loyer. Puisqu'en fait, si vous trouvez un locataire au bout de 15 jours, vous lui réduirez son préavis de 15 jours et ça allègera ce qu'il vous doit. Et ça, c'est souvent une solution qui fonctionne bien parce qu'on parle d'argent là. Mais évidemment, de toute façon, Laure, vous êtes resté en bon terme. Il n'y a jamais eu de problème entre vous et le locataire, si ? Non, il n'y a pas de souci particulier, donc je vais suivre vos conseils. Soyez diplomate, passez un petit coup de fil. Dites que vous savez que c'est chez lui, que vous voulez surtout pas qu'il ait l'impression que vous le mettez dehors ou autre chose et que c'est pour arranger tout le monde. Vous, comme lui, et puis vous devriez y arriver. Si c'est pas un locataire indélicat, ça devrait bien se passer. Bon courage. Et puis tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Ouais. Oui, merci beaucoup de vos conseils en tout cas. Et surtout, ne forcez pas la porte. Surtout, ne faites pas ça. Et vous tous qui nous écoutez, en tout cas, comme Laure, d'ailleurs, vous nous appelez 0826 300 300. Vous nous laissez vos messages. On est là pour y répondre. Tout de suite, les biens coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Marc Ezrati. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Chaque samedi, je suis tellement pressé de découvrir un des biens coup de cœur que je démarre trop vite. Effectivement, Marc Ezrati. Alors Laetitia, faites-nous rêver, on part où ce matin ? Alors moi, cette semaine, Marc, j'ai un coup de cœur pour une Girondine.
Ah, super. Alors, comme son nom J'adore. l'indique, c'est une jolie maison qui est Merci. située en Gironde. C'est situé à Cursan, très exactement. C'est un joli village de l'Entre-deux-Mers, à 30 km à l'ouest de Bordeaux. C'est un village avec école, maternelle, primaire, plusieurs commerces de proximité. Et puis, tous les grands commerces, supermarchés, etc., sont à 5 minutes en voiture à Créon, très exactement. Alors, quels sont ses atouts à cette maison? Alors, c'est une maison de 140 mètres carrés qui a vraiment de très beaux volumes. Il y a un grand salon qui donne sur une terrasse de 48 mètres carrés, 4 chambres, une cuisine équipée. Elle est surtout en très bon état. Elle a été rénovée récemment. Il y a des jolis matériaux, beaucoup de goût dans la rénovation. Il y a en plus un grand terrain de 1000 mètres carrés et un garage attenant de 60 mètres carrés. Donc c'est une maison vraiment très agréable avec un système de chauffage en plus assez important en ce moment récent. Un chauffage central au granulé de bois. Donc c'est normalement assez économe. Bref, voilà, c'est une jolie maison. On peut arriver avec ses valises. Ouais, tout ça, Et c'est sa brosse à dents. Ouais. très sympa pour les familles. On a un prix? On a un prix, on est à 419 000 €. Ça nous fait 2 992 € du mètre carré. C'est très cohérent avec le prix moyen du marché, surtout compte tenu de l'état et des prestations. C'est une maison qui devrait partir assez vite, je pense. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Bonjour, Audrey Mula. Marc. Alors, Audrey, directrice du réseau Évidence à Montpellier. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer ce matin? Alors Marc, je vous amène à Montpellier, je vous le donne en mille, Non. dans le centre-ville de Montpellier, vraiment tout proche de la place de la Comédie, qui que était j'adore. connue sous le nom de la place de l'œuf à l'époque. On est juste derrière la gare Saint-Roch de Montpellier. Donc on a 3 lignes de tramway, ligne 1, ligne 2, ligne 3. Bien entendu, toutes les écoles, commerces, à proximité. Tout à proximité. Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors là, je vous propose un appartement dans une résidence de style haussmannien avec beaucoup de charme. C'est une résidence sécurisée et surtout, c'est une résidence de seulement 8 lots de copropriété, donc une petite c'est bien. résidence. Une petite Ouais. résidence. Tout On à est, fait. on est à quel prix? Alors là, déjà, on est sur un appartement en rez-de-chaussée, un appartement de 60 mètres carrés avec 2 chambres, entièrement rénové. Donc j'ai le charme de l'ancien avec les bienfaits Avec une super de la classe rénovation. énergétique. Exactement, puisqu'on est en C, donc c'est très très Oui. bien pour un immeuble c'est bien. haussmannien. Ouais. Tout à fait. Et du coup, on est à 273 000 €, à savoir pour 61 mètres carrés, plus une cour de près de 14 mètres carrés, ce qui est assez exceptionnel dans le centre-ville de Montpellier. Ouais. Donc ça fait 4 500 € du mètre carré. Je confirme. Très très cohérent. Je confirme, c'est une belle, c'est un bon plan, c'est un vrai bon plan. C'est un vrai bon plan et un coup de cœur. Merci beaucoup Audrey Mula, avec grand plaisir de vous revoir prochainement avec nous. Les images, On rappelle le prix en un mot peut-être? le prix 273 000 €. Effectivement. Bon, en tout cas, on rappelle aussi que la ville de Montpellier est extrêmement prisée par les Français qui y Exactement. arrivent en masse tous les ans. C'est important. C'est peut-être Tout à Montpellier, en fait. fait, notre coup de cœur, tout simplement. Marc Ezrati. C'est le mien en tout cas. et c'est le mien également, et Audrey le sait. Il faudra partager. Audrey, donc les images de ce coup de cœur, on va les retrouver sur les réseaux sociaux, comme le bien de Laetitia Caron qu'elle a présenté en Gironde tout à l'heure. On a un numéro de téléphone qu'on connaît tous ici, 0826 300 300, si un de ces biens nous intéresse. Merci beaucoup, Audrey Mula. On vous retrouve une prochaine Merci. fois. Emmenez-nous dans À l'Hérault. bientôt. C'est beau, l'Hérault. Merci à vous tous, en tout cas, d'être intervenus sur Sud Radio. Aujourd'hui, c'est la fin d'On parle IMO. On vous retrouve samedi prochain, Marc Ezrati. Exactement, et on va parler de logement intergénérationnel, Ah, tiens, toute Pour la famille. casser l'isolement. Casser l'isolement, vivez en famille. Merci à vous en tout cas, et je vous le rappelle d'ailleurs, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, 0826 300 300. Une question sur un logement, nos réponses. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.